Ce programme vous est proposé par le Centre hospitalier de Valenciennes. Votre rendez-vous Pulsation vous invite à découvrir un métier du secteur de la santé à travers un cœur qui bat, c'est-à-dire un homme et une femme. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Nicolas Winter. Allez, allons-y, c'est parti. Bonjour, docteur Nicolas Winter. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste aux urgences pédiatriques du centre hospitalier de Valenciennes. Alors c'est vrai que vous avez fait votre internat en médecine générale et puis finalement c'est la pédiatrie qui vous a tout de suite attiré. Pourquoi finalement cette volonté de travailler auprès des enfants ? Attiré par le côté obscur, on va dire, parce que les enfants, je pense que c'est un exercice différent, c'est peut-être un exercice un peu plus ludique, et puis un peu plus drôle aussi. Ça offre des moments qui sont différents de ceux que vous rencontriez avec la médecine adulte. Et puis il y a toute cette façon aussi de gérer ce qui est autour de l'enfant, donc c'est-à-dire la personne qui l'accompagne, principalement le parent. Les parents, qui est parfois très stressé, qui sont toujours très stressés, normalement, et ça permet justement d'avoir peut-être un relationnel un peu différent par rapport à de la médecine adulte. Ça reste quand même les urgences. Ça aussi, je dis souvent que les professionnels de santé, ce sont des métiers de vocation. Là, quand c'est de l'adrénaline aussi qu'on vient chercher aux urgences, j'imagine. Oui, je pense que c'est un des gros côté qui m'a fait choisir aussi cette discipline, c'est l'envie en fait d'avoir des choses qui soient diverses et puis de travailler tout bêtement dans l'urgence justement, de faire des choses où on doit être réactif, où on doit réfléchir, où on doit avoir plusieurs instants en fait pour le patient, parfois savoir être dans l'urgence, parfois savoir prendre son temps. Je pense que c'est un bon compromis en fait, les urgences, en tout cas pour moi. Alors, travailler avec des enfants, ça nécessite, comme vous le disiez, c'est pas tout à fait la même chose qu'avec des adultes, et c'est une évidence. Est-ce qu'il y a des petits trucs, justement? Comment on aborde un enfant? Comment on aborde les parents aussi, parfois, qui sont très stressés? Comment on fait? Ça aussi, ça s'apprend, j'imagine. Eh ben, je pense que d'abord, la première erreur à ne pas faire, c'est pas de se jeter sur l'enfant, parce que du coup, ça fait peur. Vous avez une personne en blouse blanche qui arrive, que vous ne connaissez pas, qui se jette sur vous. Déjà, quand vous avez 40 ans, du coup, ça fait peur. Alors, imaginez si vous avez 4 ans. Donc, il faut prendre son temps pour observer, pour approcher petit à petit, pour essayer peut-être de mettre en confiance quand on y arrive. Et puis, il y a aussi la façon que vous avez à avoir de le non-verbal, en fait, pour aller vers les parents, pour pouvoir les rassurer, pour leur montrer qu'il y a une certaine assurance, pour leur montrer qu'ils sont entre les mains de quelqu'un qui, finalement, sait ce qu'il va faire pour leur enfant, parce que leur principale crainte, c'est ça. C'est finalement que quelqu'un prenne en charge leur enfant, et on a quand même envie que ce soit quelqu'un qui soit sûr de lui, parce que c'est quand même son propre enfant. Bien sûr, on a besoin évidemment d'être rassuré. Vous avez aussi dans votre blouse, alors c'est une blouse blanche déjà, parce que c'est ça qu'on dit toujours la blouse blanche. Bon, blouse blanche, vous avez des petits trucs, des petits stylos marrants, des petits trucs un peu sympas. Alors la plupart des personnes qui travaillent aux urgences pédiatriques, alors ça ne se limite pas aux médecins, mais tout le monde a ces petits stylos un peu avec la tête de cheval, avec le petit bonhomme dessus qui va bouger, etc., les paillettes. Bon, je ne suis pas forcément un grand amateur, mais j'avoue quand même que j'ai un stylo T-Rex qui pendouille à ma poche, on ne sait jamais. Voilà, c'est des petites choses qui nous distinguent, on va dire. Vous ne trouverez normalement pas ça aux urgences adultes. Si vous retrouvez ça aux urgences adultes, c'est que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit, faites attention. Comment justement elles s'organisent vos gardes? J'imagine que c'est du 24 heures. On commence à quelle heure, on finit à quelle heure? Comment ça s'organise? C'est simple, j'arrive le matin à 9 h. Si la SNCF le veut bien d'ailleurs, parce que je viens par train, donc c'est toujours dépendant. Et puis je finis 9 h le lendemain matin. Donc voilà, c'est 24 heures. C'est des gardes qui vont se répartir dans la semaine de façon aléatoire. Normalement, c'est 2 dans la semaine, parfois 3 quand elles sont plus rapprochées. C'est un lissage sur
plusieurs mois, mais c'est à peu près un rythme, ce rythme-là. C'est un rythme étrange, c'est un rythme différent en fait de beaucoup par exemple de certains de mes collègues de notre profession, parce que on a souvent une sorte de décalage du sommeil, un décalage de l'activité. Bien sûr. Et 24 heures pendant lesquelles on n'arrête souvent pas. Enfin, c'est-à-dire que alors tout dépend de la période. Dormir. Enfin... Tout dépend de la période. En hiver, on dort peu, on ne va pas se le cacher. Quand il y a des épidémies hivernales, on dort peu. On peut passer toute la nuit debout, une grande partie de la nuit debout. Nous, on a la chance d'être deux pédiatres, en fait, quand on va faire la garde. Donc, de la chance de pouvoir se répartir la nuit, sauf cas grave ou le fait que s'il y a des gens qui arrivent beaucoup la nuit, on peut être tous les deux amenés à se lever. Mais en effet, ça va être des gardes qui vont être engageantes, je pense, sur le plan à la fois physique et à la fois sur le plan psychologique aussi. Bien sûr, bah oui, parce qu'évidemment, vous voyez de tout, j'imagine. Qu'est-ce que, justement, vous avez, j'imagine, plein d'anecdotes, plein de choses qui vous ont marqué. Quand est-ce qu'on se dit qu'on a bien fait de faire ce métier ? Quand est-ce qu'on dit qu'on a bien fait de faire ce métier ? Quand peut-être on arrive à rassurer suffisamment des parents pour qu'ils se sentent de façon évidente, de façon où vous le voyez, où ils vous le disent même, qu'ils ont été écoutés, qu'ils ont été pris en charge, qu'ils se sentent mieux. Et paradoxalement, sans que j'ai fait, vous voyez, des choses extraordinaires. Juste écouter, parfois. Parfois, oui. Et alors, ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit, voilà, le gars travaille aux urgences, il s'imagine comme le docteur Carter et tout. Alors, voilà, on a chacun sa référence. Évidemment. Voilà. Mais en gros, en fait, moi, ce qui, je pense, est le plus efficace dans mon métier, c'est ça, c'est d'arriver à faire voir aux gens qu'on peut aider aussi avec peu de choses et que le peu de choses est important. Il n'y a pas que le médical, il n'y a pas que le moyen, que le médicament, que tout ça, il y a le relationnel autour. Et le relationnel avec les enfants qui, j'imagine, vous le rendent aussi d'une certaine manière. Qui nous le rendent aussi d'une certaine manière. Je veux dire, on n'a pas tous les jours, quand on travaille aux urgences adultes, la personne qui va nous faire un câlin avant de repartir ou qui veut faire un bisou au docteur. Bon, ça, c'est, encore une fois, on repart sur ce que j'ai dit la dernière fois. Si vous vous trouvez aux urgences adultes et qu'il y a quelqu'un qui vous fait ça, attention, c'est bizarre. Tout à fait. Alors, vous êtes médecin aux urgences et vous êtes aussi Toubib sur les réseaux sociaux. Votre page s'appelle To Be or Not To Be. Vous êtes suivi par plus de 280 000 personnes sur les réseaux, alors sur Facebook. Et si on cumule tout, on est à 400 000. 400 000 si vous cumulez tous les réseaux sociaux. Comment elle est née cette aventure ? Pourquoi à un moment on se dit je vais aller expliquer les choses sur les réseaux sociaux ? Envie de show business, devenir... non. Je pense que ça vient du fait que quand on répète les choses à longueur de temps et les mêmes choses à chaque fois, surtout en hiver quand il y a vraiment beaucoup de passages, on se dit qu'à un moment on voudrait on va l'enregistrer pour le redire. Là en fait l'enregistrer ça passe par l'écriture et du coup je l'avais écrit une fois en repartant justement dans le train. Je l'avais mis en ligne, ça a eu beaucoup de succès auprès de mes contacts à moi, mes contacts personnels. Je l'ai passé en profil public, alors pas sur la page, mais en profil public où ça a encore eu beaucoup plus de succès. Et une petite voix murmurante derrière, Hélène, ma compagne, pour ne pas la nommer, m'a dit est-ce que ça serait pas mal que tu mettes tout sur une page ? Bon, forcément, je suis un homme, j'ai dit mais n'importe quoi. Et vous l'avez fait. Mais je l'ai fait finalement. Et ça a marché. Tout de suite. Ça a marché et beaucoup plus que je m'y attendais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut... Alors, vous vous dites vulgarisateur, ça veut dire qu'il faut relier finalement ce milieu de la médecine qui est parfois un petit peu complexe pour ceux qui n'y sont pas, et puis tout ce qu'on entend à droite à gauche, c'est un peu de la... finalement, juste redonner les bonnes informations. Si je vous dis votre enfant il a une adénite mésentérique, il est algique et il faut lui donner des AINS régulièrement, vous n'allez rien comprendre et c'est normal. Et en fait, nous, dans notre jargon, on va se comprendre les uns les autres. Ça va nous paraître normal, mais ça ne va pas paraître normal au patient. Le patient, en fait, ce qu'il attend, c'est une espèce d'entente qui soit à la fois
dans la vulgarisation, c'est ça, je pense, qu'il soit à la fois quelque chose qui se met à la hauteur, mais sans se prendre de façon condescendante. On n'est pas là pour être condescendant, on est là pour expliquer les choses. Et vulgarisateur, pour moi, c'est ça. C'est d'arriver à rendre aux gens du commun, donc je dis du commun pour ceux qui ne sont pas dans la médecine, une sorte de pouvoir sur leur relation avec le médecin et sur la consultation qu'ils vont avoir avec eux, où ils vont pouvoir comprendre le jargon et ça va devenir accessible pour eux. Et du coup, il y a un besoin parce que c'est un succès pour vos vidéos. Vous faites de la pédagogie, vous faites de la prévention beaucoup sur des sujets qui ne sont pas toujours faciles, mais il faut le faire. Et c'est souvent lié, j'imagine, à l'activité que vous avez au quotidien. Oui, c'est une activité en fait qui va nourrir mes publications. C'est comme ça que c'est né d'ailleurs. De toute façon, le premier post étant sur la fièvre, ce que je rencontrais le plus souvent. Et finalement, à chaque fois que je vais me retrouver confronté à une situation, je vais me dire est-ce que je peux m'en servir pour éviter que des gens viennent aux urgences ou au contraire, parce que c'est important aussi pour les faire venir aux urgences parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait venir aux urgences. Et puis vous allez avoir des situations qui forcément ne relèvent pas directement du médical, mais dont je vais essayer de tirer quelque chose, un enseignement, une façon de voir les choses tout en restant dans la santé. S'il m'arrive parfois de faire un peu de politique, cette politique doit toujours être liée à la politique de santé. Ce n'est pas juste pour moi en fait. Un petit mot rapide sur les livres que vous avez aussi publiés. On retrouve évidemment tous ces conseils, toute cette vulgarisation dans vos livres. Oui. Il y en a deux. Oui, il y en a Urgence ou pas urgence. Et puis et un sur que je n'ai plus d'ailleurs. Il y en a un autre que vous venez de sortir. Alors c'est Urgence hors not urgence parce qu'on l'a fait à l'américaine. J'ai dit showbiz, envie, etc. Donc qui est un guide qui se permet de vulgariser en étant totalement impertinent et qui va essayer de trier les urgences de ce qui est urgent ou pas urgent pour l'enfant et faire venir les parents. Et le deuxième, c'est une démarche différente. C'est le bisou magique existe-t-il ? Le bisou magique existe-t-il ? Et qui va revenir sur les mythes qu'on nous dit depuis hyper longtemps, que notre grand-mère perpétue par exemple, et qui va essayer de tirer le vrai du faux, tout en s'amusant, toujours, c'est toujours pareil, le même principe, hein, en étant léger et décontractant pour le parent justement. Et voilà, c'est deux livres complémentaires, qui n'ont pas forcément le même objectif, mais qui devraient trouver chacun leur public. Eh bien, écoutez, merci pour ce partage. Je vous invite évidemment à aller découvrir les contes de Toubib or not Toubib et le vrai du faux. Et puis, ça va vraiment vous aider si vous êtes parent. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission Pulsation. Ce programme vous est proposé par le Centre hospitalier de Valenciennes.